Frédéric Lenoir, on vit actuellement une expérience à la fois marquante collectivement et qui a sa part d'isolement social. Quel est votre regard, vous, sur cette séquence qu'on est en train de vivre? Alors la première chose qui me vient, c'est quand même de la compassion, parce que je sens bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en situation d'anxiété, de déstabilisation. Il y a tous les malades, tous ceux qui peuvent mourir, qui sont déjà morts, tous les deuils que ça a produit dans les familles. Et puis il y a évidemment aussi tous ceux qui sont dans des situations d'isolement, de confinement, dans des conditions très difficiles, soit parce qu'ils sont seuls et qu'ils souffrent de solitude, soit parce qu'ils sont très nombreux dans un espace réduit. Donc beaucoup de gens vivent actuellement, et sans oublier les soignants qui sont en burn-out et qui manquent de moyens, qui exposent aussi leur vie parce que des fois ils n'ont pas suffisamment de masse de protection, etc. Donc je ressens beaucoup de compassion pour tous ceux qui souffrent de la situation. Alors, il y a un drame d'une part et qui va s'accentuer, on le devine, dans les semaines qui viennent. Voilà, on sait qu'on va avoir plusieurs semaines de drame devant nous avec beaucoup de situations de souffrance. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en même temps, il faut essayer de voir ce qu'une crise peut nous apporter en opportunité. Puisque vous savez que l'étymologie du mot crise en chinois veut dire saisir une opportunité, et donc c'est qu'il y a toujours dans une crise la possibilité de changer. C'est-à-dire la possibilité de s'ouvrir à autre chose, de comprendre les causes de la crise et d'essayer d'en tirer des conséquences. Et donc ça peut être à nouveau l'état de conscience, une prise de conscience qui nous permette de vivre autrement. Et ça, je le dirais, tant au niveau individuel que collectif. Alors au niveau collectif, c'est la chose là, évidemment, l'enseignement principal, c'est que nous vivons actuellement un système de globalisation du monde dans lequel tout est interconnecté pour le meilleur et pour le pire. Et que donc, on voit très bien que le pire, c'est lorsque vous avez une pollution, lorsqu'une centrale nucléaire explose, lorsqu'il y a un nouveau virus, il va circuler à travers toute la planète. Donc on est aujourd'hui dans le même bateau, il faut en prendre conscience. Et peut-être que ça peut amener aussi à prendre des décisions, ne pas être tous dépendants les uns des autres comme on est actuellement. Il peut y avoir peut-être des domaines dans lesquels on peut faire attention à ce qu'il y ait moins de circulation, moins de dépendance, moins d'interdépendance, parce que ça peut créer lors de certaines crises comme celle-là des problématiques, notamment peut-être qu'on peut avoir beaucoup plus de prévention de soins locales, ne pas faire venir des masques de l'autre bout du monde, ou comprendre qu'il y a des choses qui devraient être faites au niveau local et qu'on n'est pas obligé de délocaliser parce qu'elles peuvent être très utiles en cas de crise, quelle qu'elle soit, sur notre sol, etc. Donc ça nous fait réfléchir à cette fragilité de l'interdépendance globale. Vous soulignez l'opportunité. Enfin, il y a deux opportunités, une opportunité individuelle et une opportunité collective. Et donc la première collectif là. Oui. Donc sur le collectif, prendre conscience déjà de la fragilité de la globalisation et peut-être en tirer des conséquences. Et peut-être qu'il y a des choses qui doivent ne pas être autant reliées, ou en tout cas peut-être fabriquer des médicaments ou des produits d'urgence comme les masques et tout localement et qui ne doivent pas venir de l'étranger. Bon, il y a peut-être des réflexions à avoir sur cette fragilité de l'interdépendance. Et puis la deuxième chose la plus importante, c'est que dans cette période de crise, on s'aperçoit que les gouvernements, les autorités, les pouvoirs publics prennent des décisions extrêmement volontaires de confinement, de limitation des transports, etc., et qui ont d'ailleurs des conséquences immédiates, positives pour la planète, puisqu'on voit on entend les oiseaux chanter, on sait que l'effet de serre, qu'il y a beaucoup moins de pollution atmosphérique actuellement du fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui circulent en avion et en voiture. Et quand on voit ça, on peut pas s'empêcher de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on prend pas des mesures beaucoup plus volontaristes pour l'écologie, puisque c'est quand même l'enjeu majeur. Et que le coronavirus, certes, c'est un enjeu sanitaire important qui peut faire des centaines de milliers de morts, mais si on ne fait rien pour réduire le réchauffement de la planète, c'est pas des centaines de milliers de morts, c'est des milliards d'individus qui peuvent disparaître, c'est même la survie possible de l'espèce humaine qui est menacée. Et donc on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des mesures beaucoup plus radicales maintenant? Nicolas Hulot, quand il était au gouvernement, disait il faut arrêter le système de rustine, il faut absolument changer de logique, il faut développer massivement les énergies renouvelables, il faut sortir du fossile, et pour ça, il y a des solutions politiques. Mais le gouvernement ne l'a absolument pas suivi. Et donc ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements, et pas que le gouvernement français, les gouvernements vont prendre conscience
de ça et se dire, mais au fond, nous pouvons, si nous le voulons, prendre des mesures beaucoup plus radicales, de limiter les transports, de faciliter le télétravail, de demander aux entreprises effectivement que le maximum de gens travaillent chez eux, de limiter les transports aériens et de investir massivement dans les énergies renouvelables, puisque c'est une question de coût. Et quand je vois que la Banque européenne vient de débloquer 1000 milliards de dollars pour aider l'économie et les banques, on se dit que si on développait la même somme, on pourrait très rapidement passer complètement aux énergies renouvelables. C'est une question de volonté politique et d'investissement massif. Et donc, voilà à quoi ça nous fait réfléchir aussi. Ça peut être une notion effectivement d'opportunité sur la mesure de l'urgence. On avait l'impression que la mesure de l'urgence, on avait du mal à la prendre pour le virage climatique. De fait, on voit quand il y a une urgence sanitaire, on est capable de prendre des décisions beaucoup plus disruptives. Donc, il y aura peut-être un changement à ce niveau-là, au niveau collectif. Alors, il faut l'espérer. Il faut espérer que, puisqu'on a pris conscience qu'on était capable de changer complètement de mode de vie et de faire des ruptures très importantes dans les politiques publiques pour ce virus, eh bien, on se dit, mais on peut tout à fait faire la même chose pour un enjeu qui est beaucoup plus important, puisque l'enjeu écologique, c'est pas des dizaines ou des centaines de milliers de morts possibles, c'est la survie de l'humanité qui est concernée. Et on sait que si les catastrophes écologiques continuent d'avoir lieu à ce rythme où elles ont lieu et vont même s'accélérer, on a à chaque fois des tsunamis, des tremblements de terre, des cyclones, donc des dizaines de milliers de morts, sans compter les réfugiés climatiques qui vont être par centaines de millions à traverser les frontières. Donc on va vers des problèmes beaucoup plus lourds que les problèmes du coronavirus. Et donc, on est effectivement devant cette prise de conscience qu'il est possible d'appliquer des politiques très volontaristes. Alors le problème, c'est que les opinions publiques n'étaient sans doute pas prêtes à l'entendre. Et que là, peut-être que ce qui se passe avec ce virus qui oblige la planète entière à un effort de confinement, etc., ça nous montre collectivement que c'est possible. On peut changer nos modes de vie, on peut imposer des règlements, on peut demander aux gens de ne plus autant utiliser les véhicules et les avions, etc. et tout, de limiter les déplacements pour une raison majeure, c'est-à-dire pour le bien commun de l'humanité. Et l'écologie, le combat écologique, c'est le bien commun de l'humanité, de la planète entière, puisque c'est aussi toutes les autres espèces, la biodiversité, etc. qui est menacée. Et donc, ça mérite vraiment une prise de conscience collective que peut-être ce coronavirus et les décisions qui ont été prises peut favoriser. Donc, dans ce sens-là, c'est une opportunité de changement de conscience. Autre opportunité sur le plan individuel, c'est certains sont exposés au stress, c'est-à-dire à la difficulté de s'adapter à ce nouvel environnement de travail ou familial. Vous pouvez dire que c'est une opportunité aussi pour se retrouver avec soi-même. C'est un peu le regard que vous portez aussi. Oui, tout à fait. Donc, la deuxième opportunité, elle est individuelle. Et c'est vrai que lorsqu'on est déstabilisé, lorsqu'on est devant une situation où on sort de sa zone de confort, de nos habitudes, etc., ça peut être déjà l'occasion de prendre du recul, d'avoir un peu plus de distance et de se dire, puisque j'ai du temps, je vais peut-être réfléchir un petit peu à ma vie, à ce qui va pas, prendre du recul, prendre de la distance. C'est l'occasion de lire des livres qu'on n'a jamais le temps de lire, de passer du temps avec ses enfants ou avec sa famille. C'est l'occasion aussi de passer du temps avec soi-même et de prendre plus de temps pour à la fois s'introspecter, mais aussi pour savourer ses états d'âme. Si vous lisez un livre dans votre quotidien très agité et puis que au bout de 3 pages vous êtes endormi, vous allez rien en garder. Si là vous avez le temps de lire un chapitre ou 2 chapitres et puis de penser, de vous dire tiens, qu'est-ce que ce livre m'apporte, quelles émotions ça suscite, quelles pensées nouvelles ça fait surgir en moi. Je dirais qu'on a rarement le temps de faire ça. Et donc pendant ces quelques semaines de confinement, ça peut être l'occasion pour certains de prendre le temps de plus réfléchir, de plus méditer, de plus prendre du recul plutôt que d'aller faire des retraites. Certains vont faire le pèlerinage de Compostelle, vont dans des monastères, etc., faire des retraites parce qu'on sait que c'est quelque chose d'important d'avoir ces moments un peu de ralentissement. Et bien là, ça nous est imposé par les circonstances. Prenons-le positivement comme une opportunité d'un retour sur soi et peut-être aussi d'une plus grande attention à ses proches. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est la question que vous m'aviez posée sur le stress. Sur la déstabilisation qu'apporte le stress et comment est-ce que ça peut être une occasion, comment faire en tout cas pour réduire son stress. Et donc là-dessus, ce que je vous disais, c'est que la déstabilisation de nos modes de vie, le changement radical, le changement social qui est anxiogène, etc.,
apporte beaucoup d'angoisse et de stress, et que la meilleure manière d'essayer de lutter contre ça, finalement, c'est d'accepter la situation. C'est-à-dire d'être dans ce qu'on appelle, et j'en parle dans tous mes livres depuis 20 ans, le lâcher-prise. Se dire, je ne peux pas changer la chose, je ne peux rien y faire. Vous savez que les stoïciens nous rappellent que finalement, il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, changer, faisons-le. Mais lorsqu'on est face au destin, quelque chose qu'on ne peut pas changer, il vaut mieux l'accepter joyeusement que d'être en colère et de résister. Puisque si on résiste, on va souffrir 2 fois plus et qu'on va être stressé, on va être angoissé, alors que si on accepte ce qu'on ne peut pas changer, en cherchant à s'y adapter, à trouver une opportunité positive, finalement, le stress diminue tout de suite. Et à ce moment-là, ce qu'il faut développer, c'est la flexibilité, la souplesse, le lâcher-prise, la possibilité d'accompagner le mouvement de la vie imprévisible. Et pour beaucoup de gens, le fait de vivre au jour le jour, de ne pas savoir ce qu'ils vont pouvoir faire demain, comment les choses vont évoluer, c'est très angoissant. Mais le fait de dépasser cette angoisse en disant oui, en acceptant l'inéluctable, le changement, c'est une perspective nouvelle qui va s'ouvrir pour beaucoup de gens. Puisqu'on peut découvrir, et moi je l'ai fait dans ma vie plein de fois, il y a des événements douloureux, difficiles, je m'aperçois que quand je dis oui, quand j'accepte les choses, quand je lâche prise, ça va beaucoup mieux. On n'est plus tendu, stressé, en colère, angoissé, parce que tout simplement on accepte l'imprévisible, on accepte de vivre au jour le jour, on accepte d'être dans quelque chose qui nous déstabilise, et puis on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles opportunités, comme je le disais, on s'aperçoit qu'il y a des liens de solidarité qui se créent, on s'aperçoit qu'on a plus de temps pour vivre autrement, pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, et ça nous met aussi dans un état peut-être plus profond que cette espèce de stress permanent dans lequel on vit au quotidien, et on n'a jamais le temps de prendre du recul sur nos vies. Quels sont les moyens ou les chemins qui permettent d'arriver à ce lâcher-prise? Il y a peut-être des choses un peu simples ou des petites techniques pour les gens qui ont du mal à justement à entrer vers ça? Bon, la technique qui est la plus connue que beaucoup de gens pratiquent, c'est de faire de la méditation, puisque c'est un exercice où on lâche le mental, on cherche à ne plus être dans cette agitation permanente des pensées qui fait on entretient le stress. Donc de lâcher les pensées, d'avoir un temps de vide intérieur dans lequel on accueille ce qui est, on est simplement présent à son souffle, à sa respiration, on reprend contact avec le souffle de vie qui est en nous, et puis du coup, on n'est plus dans l'agitation permanente du mental. Le fait de pratiquer cet exercice régulièrement permet d'accepter beaucoup mieux, je dirais, la vie comme elle est, et ça crée de la distance. Maintenant, pour les gens qui méditent pas du tout, pour qui cet exercice paraît difficile, je dirais qu'il y a une qualité humaine universelle qui nous aide beaucoup à prendre du recul, c'est l'humour. Et je suis d'ailleurs, vous savez que l'humour, ça permet de mettre de la distance. Ça nous met en distance avec la tragédie, on se dit, c'est tellement grave que mieux vaut en rire, parce qu'à un moment donné, le rire permet justement de lâcher prise, de se dire je peux pas faire autrement, j'ai pas du tout envie d'aller là-dessus, mais le fait d'en rire, le fait de mettre une blague, une plaisanterie, etc., ça met à distance immédiatement la difficulté. Et ce qui me frappe, c'est de voir qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui font circuler un tas de petites vidéos très drôles, on voit des gens qui essayent de faire du ski ou de bronzer chez eux, etc. Et c'est vrai que c'est un très bon réflexe, puisque ça permet de rire de la situation. Et le rire crée aussi de la communication sociale, ça resserre les liens sociaux. Donc je crois que de blaguer, de plaisanter, de se moquer de soi dans cette situation, c'est un très bon moyen de se déstresser, de recréer du lien avec les autres et en même temps de prendre les choses avec un peu de philosophie. Dernière question autour des enfants. Vous avez initié beaucoup d'ateliers philosophiques avec les enfants. En quoi est-ce que la philosophie peut aider les enfants ou même les parents à passer ce moment difficile? Alors c'est vrai que j'ai créé avec l'association SEV des ateliers de philo qui se développent un peu sur tout le territoire et qui permettent aux enfants de dire ce qu'ils pensent, de développer leur pensée personnelle, leur esprit critique et puis de débattre. Eh bien ça, on le fait plus dans les écoles en ce moment parce qu'elles sont fermées, mais on peut le faire dans les familles. Et donc les familles peuvent discuter avec leurs enfants en leur disant mais qu'est-ce que tu penses de la situation? Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que des choses négatives ou est-ce qu'il y a aussi des choses positives? Est-ce que ça peut nous permettre de réfléchir autrement? Est-ce que vous pensez que
si on diminue les transports, etc., et que ça pollue moins la planète, il faudrait maintenir ces mesures après pour l'écologie. Et donc il peut y avoir plein de débats qui se font dans les familles, et on s'aperçoit quand on donne la parole aux enfants qu'ils ont plein de paroles de sagesse. Et moi, ça m'a toujours frappé dans les ateliers philo de voir comme les enfants, finalement, parce qu'ils ont justement, ils sont pas pris dans tous les dogmes économiques dominants et tout, ils disent mais il suffirait de faire ça pour que ça aille mieux, et ils ont bien raison. Et donc finalement, écouter la sagesse des enfants, ça peut être une occasion aussi de réfléchir et puis d'avoir une prise de conscience. Et puis ça fait du bien pour les enfants, pour les occuper intelligemment, de les faire débattre entre eux. Si on a plusieurs enfants ce soir, on peut faire des petits ateliers philo à la maison. C'est aussi très positif parce que ça les aide à développer leur pensée, leur argumentation et à apprendre à débattre. C'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.